Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est désormais acté, il y a plus de musulmans pratiquants que de catholiques pratiquants en France aujourd'hui. C'est un rapport publié le 30 mars dernier par l'INSEE qui est venu le confirmer. Mais ça ne s'arrête pas là, l'INSEE révèle également que les immigrés représentent aujourd'hui 10% de la population française. C'est presque 2 fois plus qu'en 1968. Ces immigrés viennent de plus en plus d'Afrique et notamment du Maghreb. Le nombre de titres de séjour a lui augmenté de 100 000 par an depuis 2007 pour atteindre aujourd'hui près de 300 000 titres délivrés. Bref, tout cela montre bien une très nette augmentation de la population immigrée sur le territoire. Alors de quoi ceci est-il le nom? Quelle solution pour y remédier? Et surtout, l'INSEE n'est-il pas tout simplement devenu une sombre officine d'extrême droite? On en parle ce matin avec Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc président de Génération Z, vice-président de Reconquête. Vous êtes inquiet par cette dérive droitière de l'INSEE actuelle? Non, vous savez, ce que dit l'INSEE dans son rapport publié il y a quelques jours maintenant, c'est ce que dit Éric Zemmour, le président de Reconquête depuis plusieurs années. À l'époque, en effet, vous avez raison de le souligner, toute personne qui pointait du doigt le grand remplacement, parce que vous parliez d'un mot sur ce phénomène, nous on l'a mis, mais il y a quelques années déjà de cela, c'est le grand remplacement. Et quand Éric Zemmour le disait il y a quelques années, on le caricaturait, on expliquait qu'il était d'extrême droite, que ce qu'il disait révélait du fantasme. En réalité, aujourd'hui, le fantasme, il est chiffré par un organisme réputé, professionnel, et surtout que personne ne conteste aujourd'hui. Donc ce mal, il a un mot, c'est le grand remplacement, c'est un sujet alarmant, qui est trop souvent mis sur le tapis justement à coup d'anathème, en expliquant que c'est une théorie d'extrême droite, que c'est quelque chose qui révèle du fantasme. Et bien aujourd'hui, avec l'INSEE, si tant est qu'il fallait le prouver, nous sommes en capacité de dire que oui, la population française est en voie de grand remplacement, et notamment d'une population venant d'Afrique. Si je me fais l'avocat du diable quand même, les chiffres parlent seulement de 10% de la population française. On n'est pas non plus sur une majorité ou sur une part significative. Il y a encore... Alors justement, c'est là où c'est intéressant de regarder le rapport de l'INSEE. Alors, premièrement, vous l'avez souligné... dans la population des 18-59 ans, il y a un remplacement des catholiques visible par une population musulmane. Ça, c'est le premier point. Alors, vous allez me dire, être musulman ne signifie pas forcément être étranger. Non, mais en tout cas, c'est un changement de civilisation qui s'opère, premièrement. Deuxièmement, il y a un taux de fécondité chez les femmes d'origine étrangère qui est supérieur au taux de fécondité chez les femmes françaises. Deuxièmement. Troisièmement, on le constate, c'est en nette augmentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stagnation et il n'y a pas non plus de phénomène indiquant que cela pourrait s'inverser. Et quatrièmement, et c'est important de le dire également, nous nous retrouvons avec une politique et des politiques au pouvoir qui encouragent ce phénomène, qui ne font rien contre. Donc si l'on continue comme ça, non seulement ça ne peut que s'accroître, et surtout cela deviendra irrémédiable. D'autant plus que si on parle d'un point de vue de répartition géographique, jusque-là, et là le rapport de l'INSEE le dit aussi, cette immigration concernait principalement les grandes villes et certains départements comme la Seine-Saint-Denis, mais là, depuis l'actualité récente, on voit également de plus en plus de villages qui accueillent sous la décision de maire ou d'association ces camps de migrants, ces centres d'accueil pour migrants. Donc il y a aussi une volonté récente de répartir ces migrants dans la France rurale. Exactement, on l'a vu en Bretagne récemment où un centre de migrants était comble, il n'y avait plus de place pour les accueillir. On le voit un peu partout, avec notamment nous on l'a vu à Calac avec Reconquête où nous nous sommes opposés à l'accueil de migrants dans ce petit village. Nous le voyons à Bellehavre, nous le voyons à droite à gauche dans plusieurs zones rurales qui étaient jusqu'alors préservées de ce phénomène d'immigration de masse. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Et puis surtout, on est en train de le mettre dans certains villages, mais dans certains endroits de ce pays, je pense évidemment à des villes comme Marseille, je pense évidemment à certaines zones de la banlieue parisienne, je pense également à d'autres grandes villes, le grand remplacement est effectif. C'est-à-dire que ce soit dans le mode de vie, que ce soit par la population en place, que ce soit parfois même dans certains endroits, on l'a vu encore avec des fusillades à Marseille, dans les règlements, dans les règles de ces endroits-là, le grand remplacement est déjà là et a déjà pris le pas sur la population française. Alors maintenant, il y a une chose que l'on peut se dire, et d'ailleurs c'est ce que dit la France Insoumise se réjouit de cela, appelle ça la créolisation, d'autres l'appellent le métissage, et en sont très contents. Mais si au moins aujourd'hui en 2023, en ce début d'avril, en ce mois d'avril qui débute, nous pouvions au moins nous accorder tous dans la classe politique et dans le monde médiatique sur l'acte
du grand remplacement qui est en cours en France, ce serait une bonne chose, parce que certains le nient encore, ce phénomène, ou alors veulent le minimiser. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de minimiser quoi que ce soit, il est grand temps de s'accorder là-dessus, et puis en plus, et je me permets de le rajouter, au-delà du phénomène civilisationnel, des changements civilisationnels qui sont en train de se produire dans le pays, l'immigration a un coût. L'immigration, pardon, excusez-moi, je suis pas très grand de base, mais si en plus je fais tomber la chaise, on va pas s'arranger. L'immigration a un coût, c'est 40 milliards que l'immigration coûte aux Français. Et donc, au vu de la crise en plus de déclassement que nous sommes en train de vivre, un grand remplacement s'y ajoute et c'est absolument désastreux. Mais c'est aussi lié à un phénomène, une tendance démographique en France et même plus largement en Europe où la population décroît puisque la population de souche autochtone, on l'appelle comme on veut, ne fait beaucoup moins d'enfants. Et est-ce que malheureusement l'immigration c'est pas un recours presque obligatoire devant cette population qui décroît, notamment pour les raisons économiques? C'est ce que dit la Macronie, c'est ce que dit le pouvoir en place. C'est-à-dire que, et on le voit encore une fois avec le débat sur les retraites qui a lieu actuellement, ils veulent, je fais encore retomber, je crois que c'est le grand remplacement de Stanislas Rillo dans l'émission de Radio Courtoisie, mais je me redresse juste 2 secondes, pardon. Allez-y. Mais on le voit aujourd'hui sur le débat sur les retraites. La Macronie, quand nous, avec Reconquête, avec d'autres mouvements politiques, nous appelons à une politique de natalité, eux n'en veulent pas et n'en parlent pas dans leur réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, eux veulent combler ce manque de natalité par de l'immigration. Mais l'Allemagne l'a fait en 2015. Vous savez, quand ils font venir 1 million d'étrangers sur leur sol en 2015, c'est évidemment pour compenser le manque de natalité en Allemagne. Eh bien, nous, en France, au lieu de se dire, mettons en place une politique sur les 15, 20, 30 prochaines années de natalité, on se dit, c'est plus simple de faire rentrer de l'immigration, qui en plus de cela coûte moins cher, parce que dans le rapport de l'INSEE, on le voit également, les populations immigrées ont un niveau de vie inférieur aux Français. On le voit également sur le taux de chômage. Le taux de chômage des étrangers est le double du taux de chômage chez les Français. Vous voyez, tous ces phénomènes-là montrent 2 choses. Un, non seulement que le gouvernement cherche la facilité, et deuxièmement que ces personnes-là étrangères ne sont pas là seulement pour les beaux yeux d'une partie de la gauche française, pas seulement par amour du multiculturalisme, mais également, et de la part de la Macronie, par amour du travail pas cher et de la main-d'œuvre à bas prix. Eh bien, tous ces phénomènes-là, il faut les combattre, et encore une fois, ça s'inscrit dans une politique globale, ça s'inscrit dans une politique de natalité, ça s'inclut dans une politique de fierté nationale, ça s'inclut dans une politique de dissuasion diplomatique que nous devons mettre en place. Nous, avec Éric Zemmour, on parlait pendant toute la campagne de dissuasion, de propagande, parce que c'est le mot à employer, qui serait dissuasive dans les pays de départ des étrangers. Vous voyez, j'ai eu la chance de me rendre en Tunisie il y a de ça quelques mois. Les Tunisiens, pour beaucoup, la France est encore un Eldorado. La France est encore le pays où l'on peut s'enrichir, est encore le pays où l'on peut trouver du travail, etc., etc. Eh bien non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non seulement en France, il y a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, mais en plus de ça, vous, si vous êtes étranger et que vous venez dans notre pays, vous ne serez sûrement pas gagnant, si ce n'est en tombant dans des systèmes illégaux. Justement, et donc en plus, vous avez souligné un point important, c'est la fierté nationale. Je voudrais aussi vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas seulement, même plus prioritairement, un problème également de transmission de la culture française au sein de la population autochtone, puisque j'attire votre attention sur 2 chiffres également, qui sont dans le rapport de l'INSEE. 91% des enfants de musulmans se déclarent musulmans, contre seulement 67% des enfants de catholiques qui, eux, se déclarent catholiques. Il y a 51% de jeunes qui se déclarent athées en France d'ailleurs, et 58% des musulmans déclarent prier au moins une fois par semaine contre seulement 15% des catholiques. Donc il y a aussi un net recul de l'identité catholique et française, c'est évidemment lié. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité de retrouver aussi de la fierté, puisque pour vouloir défendre son pays, il faut d'abord l'aimer? Ça me paraît évident, et pour l'aimer, ça commence dès la petite enfance, ça commence par l'instruction nationale, ça commence par des structures familiales solides, ça commence par un respect de la tradition et de l'héritage important. Vous savez, il y a un auteur que j'aime bien, et je sais que vous partagez sûrement mon avis là-dessus, c'est Patrick Buisson. Patrick Buisson, à l'occasion d'un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs La fin d'un monde, il parle de ça, et il parle du fait que dans les années 60, il y avait déjà une forte population étrangère. Mais 2 choses là-dessus à l'époque. Un, non seulement elle venait parfois pour beaucoup et pour majorité du sud de l'Europe, et de l'autre côté, pour ceux qui étaient des personnes venant d'Afrique, ils étaient confrontés à un pays où la religion catholique était encore très présente, où l'histoire de France était enseignée, où la fierté nationale n'était pas un tabou mais un sujet phare de la société française. Et tout ceci s'est désagrégé au fil du temps, et on en est victime. Vous savez, on fait partie de la même génération, vous et moi, on l'a vu à l'école, c'est-à-dire qu'en 6e, les premiers cours c'est sur la Mésopotamie, et c'est sur et on apprend en premier 622 la date de l'Hégire.
on n'apprend plus aujourd'hui, c'était l'histoire de France. Moi, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de Napoléon en cours d'histoire. En cours d'histoire, on nous parle de choses intéressantes, évidemment, mais qui ne sont pas en rapport direct avec notre histoire et qui pourraient constituer une fierté nationale. Et concernant la religion, parce que là, vous m'avez parlé en réalité de religion, si l'on continue, nous, Français de souche, vous avez raison, on l'appelle ça comme on veut, de mépriser le catholicisme, si on continue de considérer que cette religion, en fait, c'était un détail dans l'histoire de France, c'est accessoire, on va s'opposer à un mur, si ce n'est, mais on est déjà sûrement opposé à un mur, qui est celui d'une grande partie de la population qui est athée, qui ne voit aucune transcendance dans le monde actuel, et de l'autre côté, par une population d'origine musulmane, enfin d'origine étrangère et qui est musulmane, qui, elle, voit le sacré comme quelque chose de très puissant aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre certaines positions de leur part ou certaines attitudes de leur part si on ne comprend pas que derrière cela, il y a une foi, il y a du sacré, il y a des croyances. Et donc voilà, je crois qu'il est important de voir tout ceci, de prendre ce problème de façon globale et d'essayer d'y apporter des solutions concrètes, mais surtout qui passeront par, je le crois, un sentiment national retrouvé. Bien sûr, et je voudrais maintenant, pour finir, parler un peu du discours que peut avoir Reconquête là-dessus, qui peut être souvent perçu comme un discours un petit peu agressif ou violent, dans une société justement où la transcendance est un peu effacée, où justement c'est la position un petit peu de victime qui est mise en avant. Est-ce que vous n'auriez pas, sans du tout renier vos positions de fond sur la rémigration des délinquants et tout ça, de traiter également, quoi qu'on en dise, vous l'avez dit aussi, en Tunisie, on pense encore que la France est un Eldorado, et puis il y a énormément d'immigrés qui sont déracinés. Est-ce que vous n'auriez pas justement aussi intérêt à traiter les immigrés comme des victimes également de la mondialisation, pour un peu enlever ce caractère un petit peu agressif ou vilipendaire que vous pouvez avoir et qui peut être perçu par des Français comme quelque chose qui peut vous les empêcher de voter pour vous? Je comprends tout à fait. Alors non seulement je ne considère pas que tous les immigrés sont des conquérants, mais deuxièmement, malheureusement, beaucoup aujourd'hui voient cette terre de France comme un terrain de jeu où tout est possible. Parce qu'une fois qu'ils sont là, ils peuvent être là pour toutes les raisons du monde, par les raisons de mondialisation, pour des raisons dans les années à venir de changement climatique. Elles peuvent être là parce qu'il y a une immigration de travail voulue par le pays. Donc tout ceci, ils n'en sont pas responsables. Mais une fois qu'ils sont sur place, beaucoup se considèrent comme chez eux et n'ont plus aucun respect pour la nation française. Et d'ailleurs, on le voit chez notamment des populations maghrébines, notamment algériennes, il y a aussi un sentiment de revanche sur ce qu'est la France. On sent que les seuls qui parlent encore de la colonisation aujourd'hui, ce sont eux qui essayent de nous faire culpabiliser, ou en tout cas de prendre une revanche sur nous. Mais avec Éric Zemmour, avec Reconquête, ce qu'on essaye aussi de dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Je sais que beaucoup de Français sont pessimistes, peut-être que beaucoup d'auditeurs ce matin sont pessimistes, mais si vous êtes pessimiste, essayez au moins d'être actif parce que des solutions sont possibles. On peut supprimer le regroupement familial, on peut sortir du traité de Marrakech, on peut expulser tous les fichiers S étrangers sur notre sol, on peut le faire tout ceci. Vous savez, je vous ai parlé des 40 milliards que coûtait l'immigration à notre pays aujourd'hui. Ces 40 milliards, ils nous permettraient de faire plein de choses pour essayer d'inverser ces flux migratoires. Ils nous permettraient également d'investir dans la fierté nationale, dans ces petits symboles qui peuvent paraître anecdotiques pour faire des enfants de France des amoureux de ce pays. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il y ait de fatalité, on s'en approche sûrement. Il y a des grands défis qui se posent à nous, des défis migratoires, mais également des défis aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui sont en train de changer notre rapport au monde, des défis économiques où on sent que le pays se déclasse. Vous savez, Éric Zemmour parle souvent du Liban en disant que la France deviendra le Liban en grand. Ça nous fait peur, mais c'est parce qu'on en a peur de ces grands changements qu'il faut se battre aujourd'hui efficacement et surtout sans aucune peur de dire je crois la vérité aux Français. Il y a des sujets importants d'actualité qui sont brûlants, je pense évidemment au sujet des retraites, je parle évidemment des sujets d'inflation, je parle évidemment des changements sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais si on ne prend pas en compte ces sujets-là, demain sera trop tard. Et rapidement, une dernière question en 2 mots, on peut faire tout ça en restant dans l'Europe, dans l'Union Européenne? Je pense, vous voyez, la Hongrie, chez beaucoup d'auditeurs sont évidemment opposés à l'Union Européenne. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas de photo de Madame von der Leyen sur ma table de nuit, loin de là, loin s'en faut. Mais je crois, et on l'a vu en Italie, on voit ce qui est en train de faire l'Italie, ce qui est en train d'essayer de faire l'Italie. On le voit également avec la Hongrie, qui pour moi est un très bon exemple. La Hongrie est un pays beaucoup moins puissant que la France à l'échelle de l'Union Européenne. Pourtant, la Hongrie
non seulement est un pays agréable à vivre, aujourd'hui, c'est sûrement des amis comme moi qui ont pu y aller à l'occasion d'échanges. En Hongrie, les problèmes dont je vous ai parlé ce matin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, la Hongrie est comme ça, la France est comme ça dans l'Union européenne, et pourtant, ils arrivent à exercer des rapports de force. Imaginez si la France décidait d'avoir un peu de courage politique à l'échelle de l'Union européenne, ce que nous pourrions faire. Et surtout, pour finir, et pour essayer de ne pas être trop long parce que je vois l'horloge tourner, comme dirait Michael Miro, la France, voilà, pas ma meilleure référence, non, pardon. C'est similaire. Comme dirait Chirac, pour une note un peu plus légère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer des chars? Merci beaucoup Stanislas Rigaud. On rappelle que vous êtes donc président de Génération Z, vice-président de Reconquête. Et puis nous, on va continuer à parler de... Corentin. On va parler de l'euthanasie, De tiens, l'euthanasie. après le grand remplacement.